Je m'appelle Stéphanie et j'ai 29 ans. J'étais censée être la seule héritière de mon grand-père William. Il m'avait promis sa fortune de 10 millions de dollars et l'entreprise familiale. Mais après sa mort, mes parents et ma sœur Amanda ont orchestré l'ultime trahison. Ils ont réécrit son testament, pris tout ce qui me revenait de droit, et lorsque je les ai questionnés, mon père m'a traîné hors de notre maison en me tirant par les cheveux. Je les ai prévenus qu'ils le regretteraient, mais ils n'ont jamais vu ce qui les attendait. Et si vous regardez cette vidéo depuis un endroit où votre famille vous a trahi, laissez un commentaire ci-dessous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour voir comment j'ai transformé cette trahison dévastatrice en une vengeance des plus satisfaisante. Mon grand-père William n'était pas un grand-père comme les autres. Il était mon héros, mon mentor et la seule personne de ma famille qui me comprenait vraiment. Né de parents immigrés. Il a créé son entreprise de logistique, Mercé Shipping, en s'appuyant uniquement sur sa détermination et son courage. Lorsque je suis née, il l'avait transformée en une entreprise de plusieurs millions de dollars qui employait des centaines de personnes dans 3 États. Dès mes premiers souvenirs, grand-père William et moi avons partagé un lien spécial. Alors que mes parents étaient toujours occupés par leur propre vie et que ma jeune sœur Amanda avait des activités sans fin, mon grand-père prenait le temps de s'occuper de moi. Chaque dimanche, il m'emmenait pêcher au lac Morrison, tous les deux assis tranquillement au bord de l'eau, tandis qu'il me racontait ses succès et ses échecs en affaires. La clé du succès n'est pas d'éviter les erreurs, Stéphanie, disait-il, les yeux plissés. C'est d'en tirer des leçons et d'avoir le courage d'essayer à nouveau. Pendant les vacances d'été, il m'emmenait dans son bureau, me laissait assister aux réunions et m'enseignait les subtilités de la logistique des expéditions internationales. À 16 ans, je pouvais lire un bilan mieux que la plupart des diplômés d'école de commerce. Les employés me souriaient en connaissance de cause lorsque j'entrais, chuchotant que j'étais l'avenir de Mercé Shipping. Le soir, nous nous asseyions dans sa bibliothèque, une grande pièce avec des étagères du sol au plafond remplies de biographies d'entreprises et de manuels d'économie. Il me lisait ses livres préférés, m'apprenant des leçons sur le leadership et l'intégrité que l'école n'avait jamais abordées. Un jour, tout cela sera à toi, me disait-il en montrant les livres, l'entreprise, l'héritage qu'il avait construit, non pas parce que tu es ma petite fille, mais parce que tu l'as mérité. Je l'ai cru jusqu'au bout. Pourquoi ne le croirais-je pas? Il n'avait jamais manqué à une promesse envers moi auparavant. Et la dynamique de ma famille était pour le moins compliquée. Mon père, Richard, travaillait comme directeur financier chez Mercé Shipping. C'était un homme sévère qui montrait rarement de l'affection. Avec le recul, je reconnais aujourd'hui le ressentiment qui se lisait dans ses yeux lorsque grand-père William faisait l'éloge de mon sens des affaires. Papa avait passé des décennies à travailler sous les ordres de son beau-père, sans jamais être à la hauteur des attentes de ce dernier. Et ma mère, Patricia, n'était pas mieux. Ancienne reine de beauté ayant épousé des gens fortunés, elle a consacré sa vie au maintien des apparences et à l'ascension sociale. Elle concentrait son attention sur ma sœur cadette, Amanda, qui partageait son amour pour le shopping, les commérages et les artifices superficiels de la richesse. Amanda avait 4 ans de moins que moi. Elle était gâtée depuis sa naissance et ne s'intéressait pas à ce qui nécessitait un réel effort. Pendant que j'étudiais des manuels de commerce, elle parcourait les médias sociaux. Pendant que je faisais un stage dans l'entreprise l'été, elle se prélassait au bord de la piscine du country club. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle était l'enfant chéri aux yeux de mes parents. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Demandait ma mère. Lorsque je rentrais à la maison avec de la terre sous les ongles après avoir aidé grand-père dans son jardin, je la regardais, toujours si présentable. J'ai appris très tôt à ne plus rechercher leur approbation. A eu lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie pour rendre mon grand-père fier de moi. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de ma promotion. J'ai bénéficié d'une bourse d'études complète à la Wharton Business School et j'ai obtenu un diplôme en gestion d'entreprise avec la mention summa cum laude. Tout en travaillant à temps partiel chez Mercé Shipping, où j'ai appris tous les aspects de l'entreprise à partir de la base. Mon rêve était clair. Je devais prendre la direction de l'entreprise lorsque mon grand-père William prendrait sa retraite, moderniser nos opérations et développer l'entreprise à l'échelle mondiale. Et elle a encouragé cette vision, en me présentant à des contacts du secteur comme l'avenir de Mercé Shipping et en augmentant progressivement mes responsabilités au sein de l'entreprise. À 29 ans, je dirigeais efficacement les opérations quotidiennes en tant que chef des opérations. Les employés me respectaient, non pas parce que j'étais la petite fille du patron,
mais parce que j'avais gagné leur confiance grâce à un travail acharné et à un leadership équitable. Je n'ai jamais pris de grade et je n'ai jamais exigé de traitement de faveur. J'ai commencé dans la salle du courrier comme tout le monde et j'ai gravi les échelons. Et la seule ombre à ce tableau professionnel parfait était la tension croissante à la maison. Alors que grand-père William me confiait de plus en plus de responsabilités chez Mercer, mon père devenait de plus en plus hostile. Les conversations à table se transformaient en interrogatoires sur mes décisions au sein de l'entreprise. Il remettait en question mes stratégies devant Amanda, essayant de me faire passer pour un incompétent. Tu penses vraiment que l'expansion sur les marchés sud-américains est judicieuse compte tenu de l'instabilité politique qui y règne ? Demandait-il sur un ton condescendant. J'ai fait des calculs et j'ai élaboré des plans d'urgence, répondais-je en essayant de garder une voix stable. Le potentiel de croissance l'emporte sur les risques. Nous verrons ce que pense ton grand-père, disait-il, alors que celui-ci avait déjà approuvé mes propositions. Pendant ce temps, Amanda restait assise, le sourire aux lèvres, derrière son verre de vin, profitant du spectacle. À 24 ans, elle n'avait rien accompli d'autre que de maintenir sa présence sur les médias sociaux et de sortir avec une série d'hommes de plus en plus riches. Mais d'une certaine manière, aux yeux de mes parents, elle ne pouvait pas faire de mal. Tout le monde n'a pas besoin d'être un bourreau de travail, défendait ma mère lorsque je lui faisais remarquer son manque d'ambition. Amanda a d'autres talents. Ses talents consistaient apparemment à manipuler nos parents et à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Mais je m'en moquais. Tant que j'avais le soutien de grand-père William et la promesse de l'entreprise, je pouvais supporter leur mesquinerie. En y repensant, j'aurais dû voir les signes. Les conversations à voix basse qui s'arrêtaient lorsque j'entrais dans une pièce. La façon dont ma mère s'est soudain intéressée à l'entreprise, posant des questions sur le chiffre d'affaires et les actifs. Et la fréquence croissante des dîners en famille qui m'excluait parce que je travaillais tard, mais j'étais trop occupée à faire mes preuves chez Mercer Shipping pour remarquer la tempête qui se préparait à la maison. Le dernier jour normal dont je me souvienne est celui de mon 29e anniversaire. Grand-père William m'a emmené dans notre steakhouse préféré et m'a offert une montre de poche antique qui avait appartenu à son père. Pour la prochaine génération de dirigeants Mercer, a-t-il dit, les yeux embués. Je ne pourrais pas être plus fier de la femme que tu es devenue, Stéphanie. Je n'imaginais pas qu'en l'espace de 3 mois, tout changerait. Que la famille que je croyais connaître révélerait ses vraies couleurs de la manière la plus dévastatrice qui soit. C'est un mardi après-midi que j'ai trouvé grand-père William effondré sur le sol de son bureau. Je m'étais arrêtée pour discuter d'un nouveau contrat avec une grande chaîne de magasins et je l'ai trouvé inconscient, la respiration superficielle. Les mains tremblantes, j'ai appelé le 911 et je suis montée dans l'ambulance tout en essayant frénétiquement de joindre mes parents. Dans la salle d'attente de l'hôpital, le médecin nous a dit qu'il avait fait une attaque, mais les examens ont révélé quelque chose de plus inquiétant. Je crains que nous n'ayons découvert un cancer du pancréas à un stade avancé. Il s'est déjà propagé au foie. La salle a tourné autour de moi tandis qu'elle continuait à parler de 6 mois au maximum et de le mettre à l'aise. Mon grand-père, l'invincible titan de l'industrie, l'homme qui me semblait éternel, était en train de mourir. J'ai besoin de parler seul à seul avec ma petite fille, a-t-il dit lorsqu'il a repris conscience, la voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Mes parents ont échangé un regard mais ont quitté la pièce sans discuter. Écoute bien, Stéphanie, dit-il en me prenant la main avec une force surprenante. Les choses vont se compliquer. Ne fais confiance qu'à ce que je t'ai dit directement. Promets-moi d'être forte. Je te le promets, ai-je murmuré en essayant de retenir mes larmes. Mais tu vas te battre, n'est-ce pas ? Nous aurons les meilleurs traitements, des spécialistes de n'importe où dans le monde. Il a souri tristement. J'ai vécu une belle vie, ma chère. J'ai construit quelque chose qui me survivra. Maintenant, je dois m'assurer qu'il passe entre de bonnes mains. Au cours des semaines suivantes, j'ai pratiquement vécu à l'hôpital. J'ai apporté mon travail avec moi, dirigeant l'entreprise depuis une chaise à côté de son lit. Déterminé à ne pas laisser la navigation de Mercer s'essouffler pendant qu'il était malade. Nous avons parlé d'affaires, bien sûr, mais aussi de la vie, des regrets et de l'avenir. J'ai pris des dispositions, m'a-t-il dit pendant l'un de ces moments les plus lucides. Tout est prêt pour que vous preniez la relève. Le conseil d'administration connaît mes souhaits. Le plan de transition est en place. Ne parle pas comme ça, ai-je dit en lui serrant la main.
Tu seras de retour dans ce bureau avant même de t'en rendre compte. Il a secoué la tête. Nous savons tous les deux que c'est mieux ainsi. Promets-moi de protéger ce que j'ai construit. Pas seulement l'argent, mais les principes. Des salaires équitables. Des pratiques éthiques. L'implication de la communauté? Je le promets, ai-je répondu, et je le pense de tout mon être. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle le comportement de ma famille allait changer. Soudain, mes parents étaient constamment à l'hôpital. Ma mère, qui rendait visite à mon grand-père 2 fois par an avant le diagnostic, lui apportait désormais de la soupe maison tous les jours. Mon père a commencé à apporter des documents financiers à mon grand-père pour qu'il les examine, en fermant la porte chaque fois que j'entrais dans la pièce. Même Amanda a commencé à se montrer, portant des tenues discrètes que je n'avais jamais vues auparavant, posant à mon grand-père William des questions sur l'entreprise auquel elle ne s'était jamais intéressée auparavant. Je pense qu'il est important pour moi de comprendre l'héritage familial, a-t-elle expliqué lorsque j'ai demandé pourquoi elle s'intéressait soudainement à l'entreprise. Après tout, nous sommes tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Le plus troublant, c'est que mon accès à mon grand-père est devenu de plus en plus restreint. Les infirmières, apparemment sur les instructions de mes parents, ont limité mes heures de visite, prétendant qu'il avait besoin de repos à chaque fois que j'arrivais. Pendant ce temps, mes parents et Amanda semblaient avoir un accès illimité. Il dort maintenant, disait ma mère en bloquant la porte. Revenez demain. Mais je l'apercevais à travers la porte, bien réveillée, en grande conversation avec mon père. Un après-midi, je suis arrivée et j'ai trouvé James Thornton, l'avocat de longue date de mon grand-père, en train de quitter la pièce. Son expression était indéchiffrable lorsqu'il m'a fait un signe de tête dans le couloir. Tout va bien? Lui ai-je demandé. Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat? Je mets juste à jour quelques documents, a-t-il répondu vaguement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Lorsque je suis entrée dans la pièce, grand-père William avait l'air troublé, mais il s'est éclairé lorsqu'il m'a vue. Voilà ma fille, a-t-il dit en me tendant la main. Ne t'inquiète pas de tout ce charabia juridique. Je m'assure qu'on s'occupe de toi. Mais quelque chose dans ses yeux ne correspondait pas à ces paroles rassurantes. Une attention que je n'avais jamais vue auparavant. Est-ce que papa te met la pression pour quelque chose? Je lui ai demandé directement. Elle soupire. Les familles sont compliquées, Stéphanie. Ton père pense qu'il mérite plus de contrôle sur l'entreprise. Après tout, il y travaille depuis 30 ans. Mais il n'a jamais montré votre vision ou vos valeurs, ai-je protesté. Tu l'as toujours dit toi-même. Je sais ce que j'ai dit, a-t-il répondu, l'air soudain épuisé. Et je m'y tiens. Sachez simplement que, quoi qu'il arrive, j'ai fait de mon mieux pour protéger ce qui compte. Au fur et à mesure que son état s'aggravait, mon anxiété augmentait. J'ai surpris des bribes de discussion à voix basse entre mon grand-père et mon père. Une fois, je suis entrée et j'ai trouvé ma mère en train de tamponner ses larmes, tandis qu'Amanda était assise à proximité, l'air suffisant. Il se passait quelque chose, mais on me laissait délibérément dans l'ignorance. Au cours de la dernière semaine, la lucidité de grand-père William allait et venait. Lors d'un moment de clarté, il m'a fait signe de m'approcher. Souviens-toi de notre coin de pêche, a-t-il chuchoté. Et ton livre préféré dans ma bibliothèque. Les réponses dont tu as besoin s'y trouvent. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais j'ai quand même acquiescé. Je t'aime, grand-père. Je t'aime aussi, ma brave fille. Ses yeux se sont remplis de larmes. Fais attention à la famille, ma chérie. Parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous qui peuvent nous faire le plus de mal. Ce sont les derniers mots significatifs qu'il m'a adressés. 2 jours plus tard, il est tombé dans le coma. 3 jours plus tard, alors que nous étions tous réunis autour de son lit d'hôpital, William Mersey, fondateur de Mersey Shipping, et la seule personne qui ait jamais vraiment cru en moi, a rendu son dernier souffle. J'étais anéanti. Non seulement par le chagrin, mais aussi par un sentiment croissant d'inquiétude. Quelque chose avait changé au cours de ces dernières semaines, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Lorsque nous avons quitté l'hôpital, mon père a passé son bras autour des épaules d'Amanda, tandis que ma mère lui tenait la main. Je marchais derrière eux, seul dans mon chagrin, ignorant que la pire des trahisons était encore à venir. Une semaine après les funérailles, nous nous sommes réunis dans le bureau de James Thornton pour la lecture du testament.
La salle de conférence semblait trop froide, trop formelle pour des discussions sur un homme que j'avais aimé si profondément. J'étais assise en face de mes parents et d'Amanda, tous vêtus de tenues de deuil appropriées. Même si la robe noire de créateur d'Amanda semblait plus adaptée à une séance de photos de mode qu'à une sombre procédure judiciaire. James s'est raclé la gorge et a ajusté ses lunettes. Avant de commencer, je tiens à exprimer mes condoléances à la famille. William n'était pas seulement un client, mais un ami très cher. Mon père a hoché la tête avec impatience. Nous apprécions cela, James. Pouvons-nous commencer ? J'ai remarqué une étrange hésitation dans le comportement de l'avocat alors qu'il ouvrait le dossier devant lui. Il m'a jeté un bref coup d'œil, quelque chose comme des excuses dans ses yeux, avant de commencer à lire. Moi, William Edward Mercer, saint de corps et d'esprit, révoque par la présente toutes les volontés et tous les testaments antérieurs. Je me suis redressé, confus. Révoquer tous les testaments précédents ? Grand-père m'avait dit, il y a des années, que son testament était inébranlable et que j'en étais le premier bénéficiaire et le successeur. Alors que James poursuivait sa lecture, j'ai eu l'impression d'entrer dans une autre réalité. D'après ce document, grand-père William avait complètement changé d'avis au cours des derniers mois de sa vie. L'ensemble de ses biens, évalués à 10 millions de dollars, y compris ses parts majoritaires dans Mercer Shipping, étaient légués à ma sœur, Amanda. En outre, James a lu, d'une voix étrangement plate, Richard Mercer assurera l'intérim en tant que PDG et tuteur des intérêts commerciaux d'Amanda jusqu'à ce qu'elle ait acquis suffisamment d'expérience pour prendre la direction de l'entreprise. Mes oreilles bourdonnaient. Ce n'est pas possible. Et la salle semblait s'incliner autour de moi tandis que James continuait à lire des conditions qui me privaient effectivement de tout rôle significatif dans l'entreprise à laquelle j'avais consacré ma vie. S'adressant à ma petite fille Stéphanie, James a finalement déclaré: je laisse cette lettre personnelle pour qu'elle soit lue en privé. Il a fait glisser une enveloppe scellée sur la table. Je les regardais fixement, incapable de comprendre ce qui se passait. Il devait s'agir d'une erreur ou d'une plaisanterie cruelle. Ce n'est pas possible, ai-je finalement réussi à dire. Il doit y avoir une erreur. Grand-père m'a promis l'entreprise. Il m'a formé pour cela toute ma vie. James avait l'air mal à l'aise. Je ne peux lire que ce qui se trouve dans le document juridique que j'ai devant moi, Stéphanie. Ce testament a été signé et authentifié 3 semaines avant la mort de William. Je me suis tournée vers mes parents. Qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce que vous lui avez dit quand je n'avais pas le droit de lui rendre visite ? Le visage de mon père est resté impassible. Ton grand-père a pris ses propres décisions ? Stéphanie. Peut-être a-t-il enfin reconnu qu'il avait vraiment à cœur les intérêts de l'entreprise. Ou peut-être qu'il a finalement vu clair dans ton jeu, a ajouté Amanda, un sourire en coin. Tu as toujours pensé que tu étais si spécial, son petit protégé. Il s'avère qu'il avait d'autres projets. Je me suis senti mal. Je veux lire ma lettre, ai-je dit en saisissant l'enveloppe. Cela devra attendre, dit mon père en se levant brusquement. Nous avons une entreprise à gérer. James, je suppose que le transfert des actions peut être accéléré ? Oui, les papiers sont prêts, a répondu James, sans pour autant croiser mon regard. Attendez, ce n'est pas juste, ai-je protesté, la voix montant. Grand-père ne ferait jamais ça. Il me l'a promis. Nous devons enquêter sur ce testament. Il pourrait être frauduleux. Ma mère a sursauté. Comment oses-tu ? Ton grand-père était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il a pris ses décisions. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais que tu peux porter de telles accusations. Je ne partirai pas avant d'avoir lu ma lettre, insistai-je en serrant l'enveloppe. Très bien, soupire mon père. Lis-la plus tard. Pour l'instant, nous devons discuter de ton avenir, ou de ton absence d'avenir, à Mercer Shipping. Lorsque nous avons quitté le bureau de l'avocat, j'étais sous le choc. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce qu'on m'avait promis, m'avait été arraché en quelques minutes. Je n'arrivais pas à digérer cette trahison. J'avais l'impression que mon grand-père était sorti d'outre-tombe pour me gifler. Et au retour à la maison familiale, les choses sont allées de mal en pis. Dès que nous sommes entrés, mon père s'est tourné vers moi, l'air froid. Le conseil d'administration se réunit demain matin. Ta présence ne sera pas nécessaire. Qu'est-ce que tu racontes ? Demandai-je. Je suis le directeur des opérations.
Bien sûr que je dois être présent. Plus maintenant, a-t-il dit avec satisfaction. En tant que PDG par intérim, ma première action sera de mettre fin à votre contrat de travail. L'entreprise prend une nouvelle direction. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Vous ne pouvez pas faire cela. J'ai mérité mon poste. Les employés me respectent. Les clients me font confiance. Les employés s'adapteront, a ajouté ma mère. Et les clients s'intéressent aux résultats, pas aux personnalités. Amanda s'est installée sur le canapé, examinant sa manucure. Je pense que je vais prendre ton bureau, Stéphanie, dit-elle. Le bureau d'angle avec vue sur le parc. Il convient mieux à mon nouveau poste, point. Quel poste, ai-je demandé avec incrédulité. Vous ne connaissez rien à la logistique ou à l'expédition internationale? J'apprends vite, a-t-elle répondu en haussant les épaules. Et contrairement à vous, je ne serai pas aussi coincée à propos de tout. L'entreprise a besoin d'une nouvelle énergie, point. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma sœur, qui avait passé toute sa vie d'adulte en tant que mondaine professionnelle, allait diriger l'entreprise que mon grand-père avait créée à partir de rien. L'entreprise que j'avais consacré toute ma vie à apprendre et à améliorer. C'est insensé, ai-je dit en regardant d'un membre de la famille à l'autre. Grand-père n'aurait jamais voulu cela. Il s'est passé quelque chose dans cette chambre d'hôpital. Tu l'as manipulé d'une manière ou d'une autre. Le visage de mon père s'assombrit. Ça suffit, Stéphanie. Ton grand-père a fait son choix. Accepte-le avec dignité. Je veux savoir ce qui se passait quand vous m'avez empêché d'entrer dans sa chambre, ai-je insisté. Quel document lui faisiez-vous signer alors qu'il était sous l'emprise d'analgésiques? Comment oses-tu, s'est écriée ma mère. Nous ne profiterions jamais de lui de cette façon. Mais je l'ai vu à ce moment-là, la lueur de culpabilité dans ses yeux avant qu'elle ne la masque par de l'indignation. C'est exactement ce qu'ils avaient fait. Je vais me battre, ai-je dit, la voix plus ferme que je ne le sentais. Ce testament n'est clairement pas ce que grand-père voulait. Je vais le contester. Mon père s'est mis à rire, d'un son dur et sans humour. Avec quel argent? Ton salaire n'existe plus depuis demain. Ton appartement appartient à la société. Ta voiture est louée par l'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai compris tout ce que cela impliquait. Il n'avait pas seulement pris mon héritage et mon travail. Il m'avait systématiquement dépouillé de toutes les ressources que je pouvais utiliser pour me défendre. Mon père a ajouté une dernière chose. Sa voix devenant dangereuse. Cette maison appartient désormais à Amanda. Vous avez 24 heures pour retirer vos effets personnels et trouver un autre endroit où vivre. Je l'ai regardé avec incrédulité. Et la maison familiale où j'avais vécu toute ma vie, où résidaient tous mes souvenirs de grand-père William, n'était plus ma maison. Tu n'es pas sérieux, ai-je murmuré. Mortellement sérieux, a-t-il répondu. 24 heures, Stéphanie. Ensuite, je veux que tu t'en ailles. Je suis allée dans ma chambre, hébétée, en essayant d'assimiler l'ampleur de leur trahison. Alors que je commençais à sortir les valises, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes tiroirs avaient été fouillés, mes affaires réarrangées. Quelqu'un avait fouillé ma chambre. Frénétiquement. J'ai vérifié mes cachettes. Le journal dans lequel j'avais consigné les conversations avec mon grand-père sur l'avenir de l'entreprise avait disparu. Il en était de même pour le dossier contenant le plan d'affaires sur lequel lui et moi avions travaillé ensemble. Même mon ordinateur portable avait été trafiqué, des fichiers ayant mystérieusement disparu. Il ne s'était pas contenté de me trahir. Il détruisait activement toute preuve des véritables intentions de grand-père. À la tombée de la nuit, je me suis assise sur mon lit, la lettre non décachetée de mon grand-père serrée dans mes mains, me demandant comment ma vie avait pu imploser aussi complètement en une seule journée. Le lendemain matin s'est levé avec un calme étrange qui démentait la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. J'avais à peine dormi, mon esprit s'agitait de questions et de plans à moitié élaborés. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Pour élaborer une stratégie. Mais le temps était la seule chose que ma famille ne me donnait pas. J'ai commencé à faire mes valises méthodiquement, en essayant de me concentrer sur les aspects pratiques plutôt que sur la douleur dans ma poitrine, vêtements, articles de toilette, documents importants.
Qu'est-ce qu'on emballe quand on est exilé de sa propre vie? Je me suis retrouvée à tenir des objets et à m'interroger sur leur signification. Et la boule à neige que mon grand-père m'avait rapportée de Suisse, le stylo plume qu'il m'avait offert à la fin de mes études, autant de petits éléments tangibles de notre relation qui me semblaient soudain inestimables. Vers midi, j'ai entendu frapper brutalement à la porte de ma chambre avant qu'elle ne s'ouvre sans attendre ma réponse. Ma mère se tenait là, les bras croisés, surveillant d'un œil froid l'avancement de mes préparatifs. Ton père a appelé du bureau, dit-elle. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité ton licenciement et le futur poste d'Amanda. Avec effet immédiat. J'ai continué à plier un pull, refusant de lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Et comment a-t-il pu convaincre le conseil d'administration qu'un influenceur de médias sociaux sans aucune expérience professionnelle était qualifié pour diriger une société de transport maritime multinationale? Ses lèvres se sont amincies. Ta sœur a des capacités cachées que tu n'as jamais appréciées, et le conseil d'administration respecte le jugement de ton père. Où ils ont peur de lui, ai-je rétorqué. A-t-il menacé leur poste aussi? Ne sois pas dramatique, s'est-elle moquée. C'est précisément pour cette raison que ton grand-père a changé d'avis à ton sujet. Car il pense toujours que tu sais mieux que les autres. J'ai posé le pull et je l'ai regardé en face. Nous savons toutes les deux que grand-père n'a pas changé d'avis. Il s'est passé quelque chose dans cette chambre d'hôpital quand tu m'as éloigné de lui. Une lueur de culpabilité a traversé son visage avant de se durcir en mépris. Tu as toujours été une enfant difficile. Jamais satisfaite, toujours en train de poser des questions. Amanda accepte ce qu'on lui donne avec gratitude. Amanda a reçu tout ce qu'on lui a donné toute sa vie, alors que j'ai travaillé pour avoir toutes les opportunités, répondis-je. Et maintenant, vous lui confiez une entreprise qu'elle n'est absolument pas qualifiée pour diriger. Ça suffit, m'a-t-elle répondu. Finis de faire tes valises et va-t'en. Plus vite tu sortiras de nos vies, mieux ce sera pour tout le monde. Elle se retourne pour partir, mais s'arrête à la porte. Et ne pense pas à emporter des documents ou des biens de la société avec toi. Votre père a déjà consulté le service juridique pour savoir s'il y a lieu de porter plainte. Et la menace planait dans l'air tandis qu'elle partait, refermant la porte avec une force inutile. Je me suis assise sur le bord de mon lit, tremblant de colère et de chagrin. Comment les gens qui étaient censés m'aimer avaient-ils pu devenir aussi cruels? J'ai continué à faire mes bagages, en accélérant le pas. J'avais besoin de quitter cette maison de la trahison, besoin d'espace pour réfléchir clairement à ce que j'allais faire. Lorsque j'ai emballé mes derniers vêtements, mes yeux se sont posés sur la photo encadrée de grand-père William et moi lors de la remise de mon diplôme universitaire. Son sourire fier. Son bras autour de mes épaules. L'avenir de Mercy Shipping qu'il m'avait appelé ce jour-là. J'ai soigneusement enveloppé la photo dans un pull et l'ai mise dans mon sac. Quoi qu'il arrive, mes souvenirs et ma relation avec lui ne seraient pas effacés. J'avais presque terminé lorsque la porte de ma chambre s'est à nouveau ouverte avec fracas. Cette fois, c'était ma mère et Amanda. Leurs expressions étaient un mélange d'indignation et de plaisir vindicatif. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» exige ma mère en pointant ma valise du doigt. « Exactement ce que papa a ordonné », répondis-je d'un ton ferme en rangeant mes affaires et en sortant. « Pas avec celle que tu n'es pas », a dit Amanda en s'avançant et en saisissant mon sac. Ces vêtements ont été achetés avec l'argent de la famille. Les bijoux aussi. Tu n'as droit à rien de tout cela. J'ai retiré le sac, incrédule. Tu es sérieuse, là? Ce sont mes affaires personnelles. J'ai certains de ces vêtements depuis le lycée. Et qui les a payés? Demande froidement ma mère. Tout ce qui se trouve dans cette maison appartient à la famille, et tu ne fais plus partie de cette famille. Et la cruauté de leurs paroles m'a frappé comme un coup physique. Ne plus faire partie de la famille? Après 29 ans, il m'effaçait complètement. Vous n'êtes pas sérieux, ai-je dit, ma voix tremblant malgré mes efforts. Vous allez me renvoyer sans rien? Pas de vêtements? Pas d'objets personnels? Tu peux avoir ce avec quoi tu es venu au monde, a répondu ma mère. Rien. J'ai serré mon sac plus fort. Je prends mes vêtements et mes affaires personnelles. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Regardez-nous, a ricané Amanda, en s'élançant à nouveau sur mon sac. Nous nous sommes battus pour l'attraper, une lutte pathétique qui s'est terminée lorsque le sac s'est déchiré. Répandant son contenu sur le sol. Amanda a immédiatement commencé à fouiller dans les objets,
retirant tout ce qu'elle considérait comme précieux. Ce collier est à moi maintenant, a-t-elle déclaré en brandissant le pendentif en perles que mon grand-père m'avait offert pour mon 21e anniversaire. C'était un cadeau de grand-père, ai-je protesté en l'attrapant. Elle me l'a enlevé, l'air triomphant. Dommage. Tu aurais dû y penser avant de décider de contester le testament. Ma mère observait la scène, ne faisant aucun geste pour intervenir alors qu'Amanda continuait à confisquer mes biens. Lorsqu'elle a attrapé le cadre photo emballé, quelque chose s'est brisé en moi. Non, ai-je crié en le lui prenant des mains. Vous avez pris tout le reste. Vous n'avez pas droit à ça non plus. Le visage d'Amanda se contorsionne de rage. Maman. Elle ne coopère pas, ma mère s'est avancée, la voix glacée. Donne-moi le sac, Stéphanie. Tout de suite. Non, dis-je en reculant. Ce sont mes affaires. Mes souvenirs. Vous n'avez aucun droit. Richard, a crié ma mère, et à ma grande surprise, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Je n'avais même pas réalisé qu'il était rentré du bureau. Quel est le problème, demanda-t-il en observant la scène d'un œil calculateur. Elle refuse de partir les mains vides comme nous en avons discuté, dit ma mère, faisant une scène comme d'habitude. L'expression de mon père se durcit. Je t'ai dit d'être parti au coucher du soleil et de ne pas voler les biens de la famille en partant. Voler. Ce sont mes vêtements, mes livres, des cadeaux qui m'ont été offerts. Je criais maintenant, sans me soucier de la dignité ou du sang-froid. Plus maintenant, a-t-il dit simplement. Ensuite, tout s'est passé si vite. J'ai serré mon sac partiellement rempli contre ma poitrine, déterminé à ne pas les laisser prendre mes dernières possessions. Mon père a traversé la pièce à grands pas. Son visage n'étant plus qu'un masque de fureur froide. Et elle saisit une poignée de mes cheveux et tira violemment. La douleur a explosé sur mon cuir chevelu tandis qu'il commençait à me traîner vers la porte. J'ai crié, lâché le sac pour m'agripper à sa main, mais sa poigne n'a fait que se resserrer. Arrêtez. Vous me faites mal, criai-je. Tu l'as cherché toi-même, a-t-il grogné, continuant à me tirer par les cheveux dans le couloir vers les escaliers. J'y trébuchai et tombai à genoux, mais il ne s'arrêta pas, me tirant sur le sol tandis que ma mère et Amanda suivaient derrière, portant ce qui restait de mon sac. S'il vous plaît, ai-je supplié, les larmes coulant sur mon visage à cause de la douleur et de l'humiliation, ne faites pas ça. Il a ignoré mes supplications et m'a traîné dans les escaliers et dans le hall d'entrée. Mes genoux et mes coudes frottant contre le sol en marbre. Et elle m'a tiré jusqu'à la porte d'entrée et m'a poussé brutalement à l'extérieur. Je tombais brutalement sur l'allée, le gravier m'entaillant les paumes. Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison, déclara-t-il en se plaçant au-dessus de moi. Si vous revenez, je vous ferai arrêter pour violation de domicile. Et ma mère a jeté un petit sac à côté de moi. Ton portefeuille et ton téléphone. Le reste ici. À travers mes larmes, j'ai vu Amanda se tenir dans l'embrasure de la porte, l'air satisfait. Et ma chambre d'enfant allait devenir un placard supplémentaire pour ses vêtements de marque. Mes souvenirs seraient jetés comme des déchets. J'ai trouvé la force de me lever, mon cuir chevelu brûlant encore, mon corps endolori par le traitement brutal. J'ai essuyé les larmes de mon visage et je les ai regardés tous les trois, ces étrangers qui avaient été ma famille. Vous regretterez ce jour, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Je te le promets. Mon père s'est moqué. Des menaces vides de sens de la part de quelqu'un qui n'a rien. Au revoir, Stéphanie. La porte s'est refermée, me laissant seule dans l'allée avec rien d'autre que mon sac à main et les vêtements que j'avais sur le dos. Même dans mes pires cauchemars, je n'avais jamais imaginé que ma famille puisse être aussi cruelle. J'ai marché lentement dans la longue allée, chaque pas me faisant souffrir physiquement et émotionnellement. À U-Portail, je me suis retournée pour jeter un dernier coup d'œil à la maison où j'avais grandi, la maison qui contenait tous mes souvenirs de grand-père William. À présent, ce n'était plus qu'un bien de plus qui m'avait été volé. N'ayant nulle part où aller, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus et me suis assise sur le banc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. En l'espace d'une semaine, j'avais perdu mon grand-père, mon héritage, mon travail, ma maison et ma famille. J'avais été dépouillée de tout ce qui définissait ma vie. J'ai vérifié mon portefeuille, 2 cartes de crédit qui seraient probablement annulées dès que mon père y penserait, $370 en liquide, mon permis de conduire et ma carte d'assurance maladie,
Bien que l'assurance ait été souscrite auprès de Mercy Shipping, et qu'elle soit donc probablement nulle elle aussi. Et la nuit tombait lorsque j'ai trouvé un motel bon marché à la périphérie de la ville. Le réceptionniste m'a jeté un regard suspicieux alors que je m'enregistrais sans bagage, mais je n'ai pas voulu m'en préoccuper. Dans la chambre austère et impersonnelle, je me suis finalement laissé aller à l'abattement. J'ai pleuré pour grand-père William, pour la relation que nous avions partagée et que ma famille avait réussi à entacher d'une manière ou d'une autre. J'ai pleuré pour la trahison, pour la cruauté que je ne pouvais toujours pas comprendre. J'ai pleuré pour ma propre naïveté. Pour avoir cru que le sang était synonyme de loyauté. Alors que l'épuisement me gagnait enfin, une pensée s'est imposée dans mon esprit. Ce n'était pas la fin de mon histoire. D'une manière ou d'une autre, je trouverais un moyen d'aller de l'avant. Je découvrirai ce qui s'est réellement passé dans cette chambre d'hôpital. Et je réclamerai ce qui me revient de droit. Ils pensent avoir gagné, et je murmurai dans l'obscurité. Mais ils n'ont aucune idée de qui ils ont en face de. En me faisant cette promesse, j'ai sombré dans un sommeil troublé, ignorant que la clé de mon retour était déjà en ma possession, attendant d'être découverte. Je me suis réveillée le lendemain matin avec les yeux gonflés et le cuir chevelu palpitant, mais aussi avec une clarté qui m'avait échappé dans le chaos de la veille. J'avais besoin d'un plan. Et pour élaborer un plan, j'avais besoin d'informations. Et surtout, je devais lire la lettre de mon grand-père que j'avais glissée dans ma poche lors de la confrontation à la maison. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier contenant seulement 3 phrases. Souviens-toi de notre endroit spécial. Retourne ton livre préféré, Trust Only Julia. J'ai fixé le message énigmatique, le retournant pour voir s'il y avait autre chose, mais le dos était vide. Notre endroit spécial ne pouvait signifier qu'une chose. Le coin de pêche du lac Morrison, où nous avions passé d'innombrables dimanches ensemble. Mon livre préféré devait être l'art de la guerre de Sunday TSU, que grand-père m'avait offert pour mon 16e anniversaire. Mais il se trouvait toujours dans sa bibliothèque, désormais contrôlée par ma famille. Julia était plus facile à identifier. Julia Henderson avait été l'assistante de direction de mon grand-père pendant plus de 20 ans. Une femme loyale et discrète qui en savait plus sur Mercy Shipping que quiconque, à l'exception de grand-père lui-même. S'il m'avait dit de ne faire confiance qu'à elle, il devait y avoir une raison. J'ai vérifié mon téléphone, aucun appel ou texto de ma famille, non pas que je m'y attendais, mais il y avait plusieurs appels manqués et des messages de collègues de Mercy qui exprimaient leur confusion et leur inquiétude au sujet de mon licenciement soudain. Je devrais m'en occuper plus tard. Pour l'instant, je devais contacter Julia. J'ai appelé son portable, en priant pour qu'elle réponde. Stéphanie ? Sa voix était prudente. Tu vas bien ? Je me suis fait beaucoup de soucis. Pas vraiment, avouai-je. Pouvons-nous nous rencontrer dans un endroit privé ? C'est important. Il y a eu une pause. Ton père a demandé à tous les employés de ne pas avoir de contact avec toi. Mon cœur s'est serré. Je comprends que vous ne puissiez pas risquer votre emploi. Je n'ai pas dit ça, a-t-elle répondu fermement. William était plus que mon patron, c'était mon ami, et il t'adorait. Retrouve-moi au Riverside Café dans 1 heure. C'est assez loin du bureau pour que personne ne nous voie. Le soulagement m'envahit. Merci, Julia. Sincèrement. J'ai utilisé le reste de mon argent pour payer le motel et le taxi jusqu'au café. Julia attendait déjà à une table en coin, l'air préoccupé par mon apparence. Mon Dieu, Stéphanie, que t'est-il arrivé ? J'ai touché mon cuir chevelu encore sensible, gêné. Il est arrivé quelque chose à mon père. C'est une longue histoire. Autour d'un café, je lui ai tout raconté, depuis la lecture du testament jusqu'au fait d'avoir été traîné hors de chez moi par les cheveux. Son expression est de plus en plus horrifiée. Ce n'est pas normal, dit-elle lorsque j'ai terminé. Rien de tout cela n'est ce que William voulait. Vous étiez au courant de son testament ? Demandai-je avec impatience. Elle a acquiescé. Jetant un coup d'œil autour d'elle avant de se rapprocher. Le testament original vous laissait tout. Il me l'a montré lui-même l'année dernière, mais 3 semaines avant sa mort, Richard a engagé un nouvel avocat. Pas James Thornton, qui avait été l'avocat de William pendant des décennies, mais quelqu'un de nouveau. Ils sont restés des heures dans la chambre d'hôpital de William. Lorsqu'ils sont partis, William semblait différent, vaincu en quelque sorte. L'espoir a jailli en moi. Le Nouveau Testament pourrait donc être frauduleux ou signé sous la contrainte ?
Je le crois, dit-elle, mais il serait difficile de le prouver. Votre père était très prudent. Je lui montre le mot énigmatique de grand-père. Que pensez-vous que cela signifie? Julia l'étudie pensivement. Les références au livre sont claires. William gardait un coffre-fort caché derrière l'art de la guerre dans sa bibliothèque. Quant à l'endroit spécial, elle hésite. Environ un mois avant son hospitalisation, William m'a demandé d'installer un coffre-fort à la First National Bank. Il ne m'a pas dit ce qu'il y mettait, mais il a parlé d'une assurance contre les ambitions de Richard. Mon pouce est accéléré. Vous a-t-il donné une clé? Non, mais il a mentionné que la clé se trouverait à l'endroit où Stéphanie et moi avons pêché notre premier poisson ensemble. Le lac Morrison. Le vieux chêne où nous nous étions assis ce dimanche matin quand j'avais 7 ans, brandissant fièrement un petit bar tandis que grand-père rayonnait à côté de moi. Il y avait un creux dans cet arbre où nous laissions parfois des messages l'un pour l'autre. Un système de communication secret qui avait été notre jeu spécial. Il faut que j'y aille, ai-je dit avec détermination, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit Julia, la voix encore plus basse. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, j'ai entendu Richard et William se disputer. Richard menaçait de révéler des irrégularités financières si William ne modifiait pas son testament. Je ne connais pas les détails, mais William était furieux. Il a dit que Richard essayait de le faire chanter avec ses propres méfaits. Mon père faisant chanter mon grand-père? Cela paraissait incroyable, et pourtant cela expliquerait le changement soudain du testament. Avez-vous jamais découvert quelles étaient ces prétendues irrégularités? Julia secoue la tête. Non, mais quoi qu'il en soit, cela a suffisamment effrayé William pour qu'il commence à enregistrer leur conversation. Il m'a fait commander un petit enregistreur numérique qui ressemblait à un stylo. Il l'a gardé avec lui chaque fois que Richard lui rendait visite. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Quoique mon père est sur grand-père, il avait créé des preuves pour se protéger. Des preuves qui pourraient encore exister. Il faut que j'entre dans le coffre-fort et que je trouve ce livre en sécurité, ai-je dit. Mais je ne peux pas retourner à la maison. Je peux vous aider pour le livre, propose Julia. William m'a demandé de garder certains de ses objets personnels chez moi après son diagnostic. Des livres, des photos, des souvenirs qu'il ne voulait pas perdre, si les choses tournaient mal, l'art de la guerre en fait partie. Pour la première fois depuis la mort de mon grand-père, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Julia, tu es géniale. Quand pourrais-je voir ces objets? Venez chez moi ce soir. Mon mari est en voyage d'affaires, nous aurons de l'intimité. Elle hésite. Mais, Stéphanie, vous devez savoir que votre père est vindicatif. S'il découvre que vous enquêtez, il risque de s'en prendre encore plus à vous. J'ai déjà touché le fond, ai-je dit en grimaçant. Que peut-il me prendre de plus? Ta liberté, m'a-t-elle dit. Richard a des amis dans la police. Sois prudente. Après avoir quitté Julia, j'ai pris un bus pour le lac Morrison. Le parc était calme en cet après-midi de semaine, ce qui me permit de me rendre à notre coin de pêche sans être dérangé. Le vieux chêne se dressait, comme il l'avait toujours fait, témoin silencieux de tant de conversations entre grand-père et moi. Le cœur battant, je m'approchai du creux familier à la base du tronc. Mes doigts ont touché quelque chose de froid et de métallique, une petite clé attachée à un leurre de pêche que nous avions utilisé lors de notre premier voyage. Grand-père avait pensé à tout ce soir-là, dans la modeste maison de Julia, elle a sorti une boîte en carton remplie des effets personnels de mon grand-père. Sur le dessus se trouvait l'exemplaire relié en cuir de l'art de la guerre, qui était son bien le plus précieux. Selon Julia. Il avait mentionné ce livre à plusieurs reprises, affirmant qu'il renfermait une sagesse qui ne se limitait pas à ses pages. J'ai examiné le livre attentivement, remarquant que la reliure semblait légèrement plus épaisse qu'elle ne devrait l'être. J'ai doucement fait glisser mes doigts le long du dos jusqu'à ce que je sente un petit déclic. Avec un léger déclic, un compartiment caché s'est ouvert, révélant une clé USB et un morceau de papier plié. Et la note disait, pour Stéphanie, la vérité sur la trahison de Richard. Utilise-la à bon escient, ma chère. Julia a apporté son ordinateur portable et, les mains tremblantes, j'ai inséré la clé USB. Elle contenait des dizaines de fichiers audio, chacun étiqueté avec des dates correspondant aux 2 derniers mois de la vie de grand-père.
J'ai cliqué sur le plus récent point et la voix faible de grand-père emplit la pièce. Je ne le ferai pas, Richard. Je ne trahirai pas Stéphanie. La réponse de mon père est froide. Tu n'as pas le choix. Papa. Soit tu signes le Nouveau Testament, soit je rends les preuves publiques. Ta précieuse entreprise sera détruite, et ta fille en or verra ton héritage s'effondrer dans un scandale. Ces documents sont manipulés, et tu le sais, proteste grand-père. Ce que je sais n'a pas d'importance, ricane mon père. Ce qui compte, c'est ce que je peux faire croire au conseil d'administration et aux autorités. Signe les papiers, ou tout ce que tu as construit sera détruit. J'ai écouté les dossiers les uns après les autres, tous plus accablants les uns que les autres. Mon père avait fabriqué des documents financiers suggérant que grand-père avait détourné des fonds de la société pendant des années. Les allégations étaient fausses, mais mon père avait créé des preuves convaincantes et menacé de les présenter au conseil d'administration et à la SEC si grand-père ne modifiait pas son testament. Et elle vous protégeait, toi et l'entreprise. Dit doucement Julia alors que l'enregistrement final se terminait. Et elle savait que si Richard rendait public ces fausses allégations, même si elles étaient finalement réfutées, les dommages causés à l'entreprise seraient graves et votre réputation serait ternie par association. Et elle a donc sacrifié ses propres souhaits pour me protéger, ai-je murmuré, les larmes aux yeux, et j'ai cru qu'il m'avait trahi. Et elle n'a jamais cessé de croire en toi, m'a assuré Julia. Il m'a dit un jour que tu étais la seule à comprendre vraiment ce que représentait l'expédition de Mersey. Le lendemain matin, armée de la clé du lac Morrison, je me suis rendue à la First National Bank. Le coffre contenait exactement ce que j'espérais. Le testament original me léguant tout, notarié et légalement contraignant, des documents prouvant que les signatures sur le Nouveau Testament avaient été forcées. Et un compte-rendu détaillé de la tentative de mon père de faire chanter grand-père avec des preuves falsifiées de mauvaise conduite financière. Le plus accablant est une clé USB contenant des preuves réelles des délits financiers commis par mon père. Pendant des années, il avait détourné des fonds de l'entreprise Mersey vers des comptes offshore en utilisant de fausses factures et des sociétés écrans pour dissimuler le détournement de fonds. Oh, papa, ai-je murmuré en examinant les documents. Tu as projeté tes propres crimes sur grand-père. J'avais maintenant tout ce qu'il me fallait pour contester le testament frauduleux et dénoncer la trahison de mon père. Mais je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin de l'aide juridique de quelqu'un qui ne serait pas intimidé par les relations de mon père. Grâce à la recommandation de Julia, j'ai rencontré Daniel Reeves, un avocat féroce connu pour s'attaquer à des adversaires puissants. Dans son bureau du centre-ville, j'ai exposé les preuves que j'avais recueillies. C'est un dossier explosif, a-t-il déclaré après avoir examiné les documents. Votre père a commis plusieurs délits, fraude, coercition, détournement de fonds. Il risque une lourde peine de prison. Et le testament, ai-je demandé. Peut-on l'annuler? Avec cette preuve? Absolument. Le testament original est toujours valable puisque le nouveau a été signé sous la contrainte et contient des éléments falsifiés. Il s'est penché en avant. Mais vous devez vous préparer à un combat. Votre père ne se laissera pas faire facilement. J'y compte bien, répondis-je, une nouvelle détermination se durcissant en moi. Il m'a tiré de chez moi par les cheveux et m'a laissé sans rien. Je veux qu'il assume les conséquences de ses actes. Au cours des 2 semaines suivantes, Daniel et moi avons minutieusement monté notre dossier. Nous avons obtenu des déclarations sous serment des médecins de grand-père confirmant son état mental compromis lors de la signature du Nouveau Testament. Nous avons recueilli le témoignage du personnel de l'hôpital qui avait été témoin du comportement menaçant de Richard, et nous avons compilé une comptabilité légale du système de détournement de fonds de mon père, documentant chaque centime qu'il avait volé à Mersey Shipping. Pendant ce temps, j'ai contacté les principaux membres du conseil d'administration de la société, des personnes qui m'avaient connu et respecté pendant mes années chez Mersey. Sans révéler toute notre stratégie, j'ai organisé une réunion spéciale du conseil d'administration pour discuter des inquiétudes concernant la direction de l'entreprise. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à le déclencher. Le matin de la réunion du conseil d'administration s'annonçait clair et lumineux, un contraste saisissant avec la tempête que je m'apprêtais à déclencher. J'y m'habillais avec soin dans un costume que j'avais acheté grâce à un prêt de Daniel, qui avait accepté de travailler sur une base contingente après avoir vu la force de mon dossier. Julia m'avait aidé à me préparer, en me fournissant des informations privilégiées sur les activités actuelles de la société. Et sur les points vulnérables de mon père.
Es-tu prêt pour cela ? Demanda Daniel alors que nous approchions du siège de Mercer Shipping, une tour de verre et d'acier étincelante qui avait été ma seconde maison. Je suis prêt depuis le moment où ils m'ont jeté dehors, répondis-je en redressant les épaules. Allons-y. L'agent de sécurité de la réception a fait un double mouvement en me voyant. Mademoiselle Mercer, ai-je pensé. Je veux dire, on nous l'a dit. Que je ne travaille plus ici ? J'ai souri. C'est l'une des questions que nous allons régler aujourd'hui, Thomas. J'ai une réunion avec le conseil d'administration. Il a hésité, visiblement peu au fait du protocole. Je devrais appeler Monsieur Mercer. Ce ne sera pas nécessaire, dit une voix derrière nous. Julia se tenait là, une carte magnétique à la main. Mademoiselle Stéphanie est attendue dans la salle de réunion. Je vais la raccompagner. Dans l'ascenseur, Julia m'a serré la main. Tout l'étage de la direction est en ébullition. Son père a passé la matinée en réunion à huis clos avec Amanda. Ils savent qu'il se passe quelque chose, mais pas quoi. Bien, ai-je dit. Je veux l'élément de surprise. La salle de réunion était presque pleine lorsque nous sommes arrivés. 10 des 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour de l'imposante table en chêne, ainsi que plusieurs cadres supérieurs. Mon père était assis en bout de table, l'air agacé. Amanda était assise à côté de lui, faisant défiler son téléphone d'un air ennuyé. Aucun d'entre eux ne m'a d'abord remarqué. Que signifie cette réunion d'urgence ? Mon père s'adresse à Walter Chen, le président du conseil d'administration. J'ai des affaires à régler aujourd'hui. Je crois que c'est à moi de jouer, ai-je dit clairement en entrant dans la pièce. La réaction a été immédiate. Mon père a relevé la tête, son visage s'est déformé sous l'effet du choc, puis de la rage. Amanda laissa tomber son téléphone avec fracas. Les membres du conseil d'administration ont murmuré entre eux, plusieurs semblant satisfaits de me voir. Sécurité, a hurlé mon père, se levant à moitié de sa chaise. Cette femme est en train de pénétrer dans la propriété. Asseyez-vous, Richard, dit Walter avec fermeté. Nous avons invité Stéphanie à cette réunion. Il y a des choses sérieuses à discuter. Le visage de mon père rougit. C'est scandaleux. Elle n'a plus rien à faire ici. Elle a été licenciée. À propos de ce licenciement, dis-je calmement, en me plaçant à l'autre bout de la table, à l'opposé de mon père. Il s'est déroulé sous de faux prétextes, tout comme la lecture du testament de mon grand-père. Mais je m'avance un peu. Je fais un signe de tête à Daniel, qui commence à distribuer des dossiers à chaque personne de la table. Qui sait, bon sang, exige mon père en jetant un coup d'œil à Daniel. Daniel Reeves, avocat de Stéphanie Mercer, a-t-il répondu avec douceur. Veuillez examiner les documents qui vous sont présentés. Ils contiennent des preuves de faute graves que le conseil d'administration doit traiter immédiatement. Alors que les membres du conseil ouvraient leurs dossiers, j'ai vu leurs expressions passer de la curiosité au choc, puis à l'indignation. Les dossiers contenaient des résumés concis du système de détournement de fonds de mon père, de la coercition exercée sur mon grand-père et du testament frauduleux, ainsi que des preuves à l'appui de chaque allégation. C'est absurde, s'est exclamé mon père en feuilletant les pages. C'est de la fabulation. Des mensonges. C'est vrai ? demandai-je à voix basse. J'ai fait un signe de tête à Julia, qui a connecté son ordinateur portable au système audio de la pièce. La conversation enregistrée entre mon père et mon grand-père remplit la pièce, les menaces de ce dernier résonnant clairement aux oreilles de tous. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs à mesure que sa propre voix le condamnait. Amanda a levé les yeux des documents, l'air abasourdi. Papa, chuchote-t-elle. Que as-tu fait ? Lorsque l'enregistrement s'est terminé, j'ai pris la parole dans le silence. Mon grand-père William Mercer a bâti cette entreprise sur des principes d'intégrité et d'équité. Dans ces derniers jours, alors qu'il était vulnérable et mourant, son propre gendre a trahi ses principes. Mon père a fabriqué des preuves de malversation financière, a menacé de détruire la réputation de mon grand-père et l'a forcé à signer un testament frauduleux qui allait à l'encontre de ses souhaits explicites. J'ai posé mes mains sur la table, en me penchant en avant. Mes grands-pères étaient plus intelligents qu'ils ne le pensaient.
Il a tout consigné et a fait en sorte que la vérité éclate au grand jour. Walter Chen a pris un air sinistre en fermant son dossier. Richard, ces allégations sont extrêmement graves. Si même la moitié est vraie, nous parlons d'un comportement criminel. Tout est vrai, virgule. Ai-je dit fermement. Et ce n'est pas tout. Les documents financiers de la section 3 expliquent en détail comment mon père a détourné des fonds de Mercy Shipping pendant au moins 5 ans. Plus de 2 millions de dollars ont été détournés vers des comptes offshore par le biais de factures fabriquées et de sociétés écrans. Plusieurs membres du conseil d'administration ont sursauté. Le visage de mon père est passé du rouge à la cendre. C'est un coup monté, a-t-il déclaré. Mais sa voix manquait de conviction. Elle essaie de prendre le contrôle en me calomniant. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai, dit Daniel. Et nous avons des documents pour chaque allégation. Il fait un signe de tête vers la porte, où 2 hommes en costume viennent d'entrer. Ces messieurs de la division d'application de la SEC aimeraient vous poser quelques questions sur ces comptes offshore. Les yeux de mon père s'écarquillent de panique. Il a regardé dans la pièce, cherchant des alliés. Mais n'en a trouvé aucun. Même Amanda avait éloigné sa chaise de lui, son expression mêlant confusion et trahison. Richard Mercé, l'un des agents de la SEC, dit formellement, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à des questions concernant une possible fraude sur les titres et un détournement de fonds chez Mercy Shipping. Vous ne pouvez pas faire ça, dit mon père en regardant désespérément les membres du conseil d'administration. Je suis le PDG. Plus maintenant, a répondu Walter Chen en se levant. En tant que président du conseil d'administration, je vous mets immédiatement en congé administratif, dans l'attente d'une enquête. La sécurité vous escortera hors du bâtiment après votre conversation avec ces messieurs. Alors que les agents conduisaient mon père stupéfait vers la porte, il s'arrêta à côté de moi. Tu vas le regretter, a-t-il sifflé. Je suis toujours ton père. J'ai croisé son regard. Numéro. Tu as perdu ce droit quand tu m'as traîné par les cheveux et jeté dans la rue. Un vrai père ne ferait jamais ça à son enfant. Une fois mon père raccompagné, Walter s'est tourné vers Amanda. Mademoiselle Mercé, à la lumière de ces développements, votre poste provisoire est également résilié, avec effet immédiat. Amanda avait l'air choquée, mais le testament, l'héritage, le testament que votre père a forcé notre grand-père à signer n'est pas valable, expliquai-je en adoucissant légèrement mon ton. Le testament original, qui me lègue tout, a été vérifié comme étant authentique et juridiquement contraignant. Je n'ai donc rien, a-t-elle demandé, d'une petite voix. J'aurais pu être cruelle à ce moment-là. J'aurais pu savourer sa détresse pour me venger de sa satisfaction béate lorsque j'ai été mis à la porte, mais ce n'était pas ce que je voulais être. Nous allons discuter de votre situation en privé, ai-je dit à la place. Tu étais un pion dans le plan de papa. Comme n'importe qui d'autre. Il s'est servi de toi pour obtenir ce qu'il voulait. Le reste de la réunion s'est déroulé dans un flou de discussion juridique et de planification de la transition. Par un vote unanime, le conseil d'administration m'a rétabli dans mes fonctions de directeur des opérations et m'a nommé directeur général par intérim jusqu'à ce qu'un plan de succession officiel puisse être mis en œuvre. À la fin de la réunion, les membres du conseil d'administration sont venus me serrer la main, beaucoup exprimant leur soulagement de me voir revenir. Ton grand-père serait fier, m'a dit Walter à voix basse. Il a toujours dit que tu avais de l'acier dans la colonne vertébrale. Aujourd'hui, tu lui as donné raison. Lorsque la salle de réunion s'est vidée, je me suis retrouvée seule avec Amanda, qui s'est affaissée dans son fauteuil, l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demande-t-elle, sans croiser mon regard. Papa sera probablement poursuivi au pénal, ai-je répondu honnêtement. Maman aussi, si elle a été impliquée dans la coercition. L'entreprise s'en remettra. Et vous? Je soupire. Cela dépend de toi, Amanda. Que saviez-vous de ce qu'il faisait? Elle a secoué la tête. Pas le détournement de fonds ou les menaces. Ils m'ont juste dit que grand-père avait changé d'avis à ton sujet, qu'il pensait que tu étais trop autoritaire et qu'il voulait me donner une chance. Elle a relevé la tête, les larmes aux yeux. Je les ai crus parce que je le voulais. J'ai toujours été jalouse de ta relation avec lui. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était peut-être ce qu'Amanda pouvait faire de mieux en ce moment. Nous avons beaucoup de choses à régler, lui ai-je dit. Mais nous sommes toujours sœurs.
Cela doit compter pour quelque chose. Dans les jours qui ont suivi, la machine judiciaire a avancé inexorablement. Mon père a été formellement accusé de fraude, de détournement de fonds et de coercition. Ma mère, qui était au courant du stratagème, a été accusée de complicité, ce qui est moins grave. Le tribunal a rétabli le testament original, me rendant mon héritage et le contrôle de Mercership Shipping, comme l'avait toujours voulu mon grand-père. J'ai réintégré la maison familiale, me réappropriant mon espace et les souvenirs qu'il contenait. Amanda a choisi d'emménager dans un appartement en ville, un premier pas vers l'indépendance qu'elle n'avait jamais été encouragée à développer. Notre relation est restée fragile, mais un pont provisoire s'est formé entre nous. Un mois après la réunion du conseil d'administration, j'ai rendu visite à mon père dans le centre de détention où il attendait son procès. Il m'a semblé plus petit. Le pouvoir et l'arrogance disparaissaient sous la combinaison orange et la connaissance de ce qu'il avait perdu. Il m'a demandé si j'étais venu pour me réjouir, alors que je m'asseyais en face de lui. Non, répondis-je sincèrement. Je suis venu comprendre pourquoi. Pourquoi tu m'as détesté au point de tout détruire. Il est resté silencieux un long moment. Je ne te détestais pas, a-t-il finalement dit. J'ai détesté que William ait vu en toi ce qu'il n'a jamais vu en moi. Un potentiel. Une vision. Un successeur digne de ce nom. J'ai donné 30 ans à cette entreprise, et il ne m'a jamais regardé comme il t'a regardé. Alors tu as décidé de tout me prendre ? J'ai décidé de prendre ce que je méritais, a-t-il corrigé. Ce que j'avais gagné par des années de loyauté. Ce n'était pas personnel. J'ai ri sans humour. Tu m'as traîné par les cheveux et jeté dans la rue. C'était plutôt personnel, papa. Il a eu l'élégance de détourner le regard. J'ai perdu le contrôle. Le stress, la peur d'être pris. Gardez ça pour le juge, ai-je dit en me levant. Je ne suis pas venu chercher des excuses. Je suis venu vous dire que malgré tout ce que vous avez fait, vous avez échoué. L'héritage de grand-père est intact. L'entreprise est florissante. Et je suis exactement là où il a toujours voulu que je sois. Alors que je me tournais vers la sortie, il m'a appelé, Stéphanie, tu reviendras me voir ? J'ai fait une pause, sans me retourner. Je me suis arrêtée, sans me retourner. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois qu'ils ont été brûlés. Au revoir, papa. En sortant de ce centre de détention, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Pas exactement un pardon, mais une sorte d'apaisement. La bataille était terminée. J'avais gagné. Le plus dur restait à faire, construire quelque chose de significatif à partir des cendres de mon père. Construire quelque chose de significatif sur les cendres de la trahison. 6 mois se sont écoulés comme un tourbillon. Non seulement Mercer Shipping a survécu au scandale, mais elle a prospéré sous ma direction. J'ai mis en œuvre les plans de modernisation que grand-père et moi avions élaborés ensemble, en étendant nos activités aux marchés émergents et en adoptant des pratiques d'expédition durable qui nous ont permis de nous positionner à l'avant-garde du secteur. Le rétablissement émotionnel a été plus lent que le rétablissement professionnel. Certaines nuits, je me réveillais avec des sueurs froides, la sensation de la main de mon père dans mes cheveux étant encore douloureusement présente. Certains jours, le vide de la maison familiale me rappelait tout ce que j'avais perdu, non seulement mon grand-père, mais aussi l'illusion de la famille qui m'avait soutenu pendant 29 ans. J'ai commencé à consulter le docteur Marlène Foster, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Dans son cabinet accueillant, à l'éclairage tamisé et au fauteuil confortable, j'ai progressivement déballé les émotions complexes qui entouraient la trahison de ma famille. Ce qui me fait le plus mal, ai-je admis lors d'une séance, ce n'est pas l'argent, ni même l'entreprise. C'est qu'ils aient pu me faire ça. Que notre sang commun ne signifie pas grand-chose pour eux. Ce n'est pas qu'une question de sang, a répondu le docteur Foster avec douceur. C'est une question de choix. Tes parents et ta sœur ont fait leur choix. Maintenant, c'est à vous de choisir qui constituera votre famille à l'avenir. Ces mots ont eu une résonance profonde. J'ai commencé à reconnaître la véritable famille qui s'était formée autour de moi. Julia, dont la loyauté envers grand-père s'était étendue à moi dans les moments les plus sombres. Daniel, dont la foi en la justice m'avait aidé à récupérer ce qui me revenait de droit. Walter et les autres membres du conseil d'administration qui m'ont accueilli avec respect et confiance.
Même Amanda et moi construisions prudemment un nouveau type de relation. Une fois le choc initial dissipé, elle s'était inscrite à des cours de commerce à l'université locale. Je veux comprendre ce que toi et grand-père avez vu dans tout cela, a-t-elle expliqué lors d'un de nos dîners mensuels. Je veux valoir quelque chose par mes propres mérites. Je me suis surpris à lui proposer un poste de débutant au sein du département marketing, où sa connaissance des médias sociaux s'est avérée précieuse. Pas de népotisme, l'ai-je prévenu. Vous serez évalué sur vos performances comme n'importe qui d'autre. Elle a accepté le défi avec une grâce inattendue. Je n'aurais pas voulu qu'il en soit autrement. Et la situation de ma mère était plus compliquée. Elle avait accepté de témoigner contre mon père, ce qui lui avait valu une mise à l'épreuve au lieu d'une peine de prison. Elle a déménagé en Floride, envoyant de temps en temps des courriels qui alternaient entre auto-justification et tentatives d'excuses. Je n'étais pas prêt à lui pardonner, mais je ne brûlais plus de colère lorsque je voyais son nom dans ma boîte de réception. Un progrès en quelque sorte. Mon père a été condamné à 8 ans de prison pour fraude et détournement de fonds. J'ai assisté à la sentence, mais je n'ai pas fait de déclaration de victime. Il n'y avait plus rien à dire. Quelle que soit la relation que nous pourrions avoir à l'avenir, elle devrait être construite à partir de zéro, si tant est qu'elle existe. Le jour de l'anniversaire de la mort de grand-père William, je me suis rendu seul sur sa tombe. Et la simple pierre tombale en granit portait son nom et les dates de sa vie, ainsi que les mots qu'il avait choisis. Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous. Ce que nous faisons pour les autres reste immortel. J'ai placé un petit leurre de pêche à côté des fleurs que j'avais apportées, un souvenir de notre endroit spécial. J'ai tenu ma promesse, grand-père, ai-je dit à haute voix. J'ai protégé ce que tu as construit. L'entreprise est plus forte que jamais. Une brise légère faisait bruisser les feuilles du chêne qui ombrageait sa tombe, et je pouvais presque entendre sa voix. Je n'ai jamais douté de toi un seul instant, ma brave fille. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner chez moi pour les personnes qui m'avaient aidé à traverser la période la plus sombre de ma vie. Julia et son mari Daniel et son partenaire Walter Chen et sa femme. Alors que nous échangions des histoires et des rires, j'ai réalisé que ces personnes, choisies plutôt que nées dans ma vie, étaient devenues ma véritable famille. Après le dîner, je me suis levée pour porter un toast. Il y a 1 an, je pensais avoir tout perdu. J'ai commencé. Mon grand-père, mon héritage, mon but. J'ai été littéralement jetée à la rue avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos. J'ai regardé autour de moi les visages bienveillants qui m'entouraient. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que les biens matériels, même ceux qui ont un sens comme l'entreprise familiale, peuvent nous être enlevés. Mais ce que nous sommes, la résilience et l'intégrité qui nous définissent, personne ne peut nous les voler. J'ai levé mon verre à grand-père William, qui m'a appris que l'héritage le plus précieux n'est pas l'argent ou les biens, mais la force de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. À vous tous, qui m'avez aidé à découvrir que la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui se tiennent à nos côtés lorsque nous en avons le plus besoin. Plus tard, après le départ de mes invités, je me suis assis dans le vieux fauteuil en cuir de grand-père dans la bibliothèque, entouré de ses livres et de la sagesse tranquille qu'il contenait. J'ai ouvert l'art de la guerre au passage qu'il avait souligné il y a des années. Au milieu du chaos, il y a aussi l'opportunité. Il avait eu raison. Le chaos de la trahison m'avait donné l'occasion de découvrir ma propre force, de construire quelque chose de significatif selon mes propres termes, de créer une famille par choix plutôt que par circonstance. Le voyage n'a pas été facile. Et la douleur de la trahison fera toujours partie de mon histoire. Mais elle ne me définissait plus. J'avais transformé cette douleur en objectif. Cette trahison s'est transformée en force. J'ai pensé à cette femme effrayée, au cœur brisé, qui avait passé sa première nuit de sans-abri dans un motel bon marché, se demandant si elle se remettrait un jour de cette perte dévastatrice. Et si je pouvais lui parler maintenant? Je lui dirais que les moments les plus sombres précèdent souvent la croissance la plus profonde. Qu'il faut parfois perdre tout ce qui nous est extérieur pour découvrir les ressources qui sont en nous. Que la trahison, aussi douloureuse soit-elle, peut être le catalyseur de la construction de quelque chose de plus authentique et de plus significatif que ce qui a été perdu. En refermant le livre et en le remettant sur l'étagère, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant des mois. La boucle était bouclée. La justice avait été rendue. L'héritage de grand-père était assuré. J'étais sorti de l'incendie non seulement intact, mais transformé. Bien sûr, la vie continuerait à présenter des défis. Diriger une entreprise dans l'environnement commercial complexe d'aujourd'hui ne serait jamais simple. Il faudra du temps, voire toute une vie,
pour panser les plaies de la trahison familiale. Mais aujourd'hui, je fais face à ces défis avec une sagesse et une force durement acquises. Et la cupidité peut transformer la famille en étranger, ai-je réfléchi. Mais la résilience peut transformer des étrangers en un nouveau type de famille. La trahison qui devait me détruire a révélé ce qui compte vraiment. Et pour cela, je peux presque être reconnaissant. Debout à la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui s'étendaient devant moi, j'ai murmuré un dernier merci au grand-père, qui m'avait préparé à ce voyage d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Nous l'avons fait, grand-père. Pas pour l'argent ou le pouvoir, mais pour la vérité et ton honneur. Dans le calme de cet instant, j'ai ressenti une profonde certitude, où qu'il soit, il savait. Et il était fier. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale? Comment avez-vous trouvé la force de reconstruire votre vie après cela? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé mon parcours inspirant, de vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de rédemption, et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans ses luttes. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que parfois nos plus grands défis mènent à nos transformations les plus significatives.